Le pôle Nord. Des nuits à -40, des vents à 200 km/h, le manque de lumière, l'isolement, les boussoles qui fonctionnent pas, l'hiver qui empêche de naviguer pendant 6 mois. Si c'est pas votre corps qui lâche, c'est votre santé mentale. Pas étonnant qu'en 1840, c'était la dernière région que l'homme n'ait pas encore cartographiée. Pourtant, à cette période, en Europe, on est convaincu qu'il s'y cache un passage vers les Indes. Le trouver signifierait la gloire et la richesse. Alors, les expéditions s'enchaînent, les échecs aussi. La plupart des voyages rentraient simplement bredouille, incapables de trouver un passage. Mais en 1845, 2 navires et les 129 hommes à leur bord disparaissent sans laisser de traces. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne s'agit pas simplement d'un naufrage. L'équipage va passer des années entières d'horreur et de souffrance perdus dans le Grand Nord. Mais la vérité sur leur histoire ne sera découverte qu'un siècle et demi plus tard. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de ce drame et l'enquête qui a retracé les derniers instants de ces hommes et ces femmes qui voulaient changer l'histoire. L'expédition perdue de Sir John Franklin. D'ailleurs, peut-être qu'un de vos ancêtres était à bord du bateau, ou mieux, qu'il a réussi à changer l'histoire à sa manière. Mais pour ça, faudrait déjà les connaître, vos aïeux. Alors, pour ceux que ça intéresse de plonger dans leur propre passé, aujourd'hui, on s'est associé à MyHeritage. C'est tout simplement le service d'histoire familiale numéro 1. Sur leur site, ils ont à disposition plus de 19 milliards de documents historiques qui vont vous permettre de reconstruire votre arbre généalogique. C'est intuitif et facile d'utilisation. Vous entrez vos infos, celles des membres de votre famille proche, et hop, ils font le reste. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils accompagnent le tout d'anecdotes, d'infos et même de photos. Il y a d'ailleurs un outil qui permet de les restaurer, les colorer et même les animer. La dernière fois, Zach avait découvert qu'une arrière-grand-tante avait été canonisée. Et depuis, il a continué de découvrir de nouveaux ancêtres, d'agrandir son arbre généalogique et d'en apprendre plus sur sa famille. Cette fois, on a demandé à un membre de l'équipe. Lui, il a le vertige. Mais alors, sa famille, ce sont des champions. Son grand-père était dans la 101e aéroportée. Et il a un ancêtre qui a été 5 fois champion du monde de parachute. Mais ça s'arrête pas là. Il a retrouvé l'acte de naissance d'un arrière-grand-père grâce auquel il est remonté dans son arbre jusqu'en 1720. Il y a vraiment de quoi y passer des heures. En plus, avec l'option Instant Discoveries, si un membre de votre famille a déjà un compte, vous pouvez mettre à jour votre arbre en un clic. Le site vous permet de compléter vos arbres mutuellement ou même de vous écrire. C'est l'occasion de se rapprocher de sa famille et de partager avec eux. Alors vous aussi, venez construire votre arbre généalogique hyper simplement en cliquant sur le lien en description et profitez de 14 jours gratuits pour tester toutes les fonctionnalités du site. Sir John William Barrow, un haut placé de la Navy, grand promoteur de missions d'exploration. À l'époque, les gens pensaient même qu'il avait découvert l'Antarctique et fait la première traversée du Sahara. Pour lui, trouver un passage à travers le pôle serait l'accomplissement d'une vie. Ça fait des années qu'il le cherche, mais à 82 ans, plus question de partir lui-même. Alors, avec le soutien du gouvernement anglais, il se met en tête de monter l'expédition ultime. Malheureusement, ça commence pas hyper bien. Il galère à trouver un capitaine qui fera l'affaire. Du coup, il opte pour Sir John Franklin, ou comme les gens l'appellent, l'homme qui a mangé sa chaussure. Quoi ? C'est juste qu'il est célèbre pour une expédition qui a foiré. Plus de la moitié de ses hommes sont morts de faim ou de fatigue, le reste a fini affamé, obligé de manger du lichen, voire le cuir de leurs vêtements. Après, c'est pas un naze, hein, il a déjà fait 4 expéditions en Antarctique et c'est un bon meneur. Juste, c'était pas le choix numéro 1. Pour l'accompagner, il y aura à ses côtés Sir James Fitzjames et le capitaine Francis Crozier. Et pour transporter tout ce beau monde, la fine fleur de la flotte anglaise, l'HMS Terror et l'HMS Erebus, 2 anciennes bombardes de classe LK. Des navires de guerre spécialisés dans les bombardements en mortier. 30 mètres de long pour 325 tonnes. Ils sont lourds, robustes et ont été modifiés pour explorer l'Arctique. Le chargement aussi était à la hauteur de l'occasion. Plus de 10 000 litres d'alcool, 3 tonnes de tabac, 15 de biscuits, une bibliothèque d'1 millier de livres, tout ça accompagné de 3 ans de nourriture en conserve. Ça va, ils étaient bien. Bah à l'époque, c'était un peu comme envoyer des gens sur la Lune. C'était de véritables héros des explorateurs qui n'étaient
n'étaient pas sûrs de rentrer un jour. Ils mettent les voiles et début juillet 1845, ils font leur dernière escale au Groenland. Déjà, là, 5 hommes sont obligés de quitter l'expédition pour raisons médicales, atteints entre autres de pneumonie ou tuberculose. Ils ne le savaient pas, mais le destin venait de les épargner. Après ça, on apercevra l'équipage de Franklin une dernière fois dans la baie de Baffin, attendant tranquillement que les conditions soient meilleures pour continuer leur voyage. Et puis, plus rien. Plus jamais. La première à se poser des questions, c'est Lady Jane Franklin, la femme du capitaine. La marine avait annoncé un voyage de 2 ans et demi, mais il n'y a toujours pas de nouvelles. Inquiète, elle sollicite la Navy. D'après eux, c'est encore trop tôt pour s'inquiéter. Pourtant, elle a un mauvais pressentiment. Elle fait jouer ses relations et finit par obtenir gain de cause. On envoie 3 navires à la recherche de son mari disparu. Une expédition terrestre qui remonte le long du Mackenzie River jusqu'à la côte. Et 2 expéditions maritimes, une à partir du détroit de Lancaster et l'autre depuis le Pacifique. Le tout accompagné d'une récompense de 20 000 livres à celui qui les retrouvera. Avec l'inflation, on parle de près de 3 millions d'euros. Mais ça ne donne rien. Ni traces, ni indices. C'est comme si le Terror et l'Erebus s'étaient volatilisés. Plus le temps passe et plus on se pose des questions. De plus en plus de navires partent à la recherche des disparus et la légende de Lady Franklin, qui continue d'espérer le retour de son mari, devient même une chanson. C'est sur Beechay Island qu'on retrouve les premières traces de l'expédition. Les restes d'un campement, 3 tombes, celles de John Torrington, John Arlett et William Bryan. Les 2 premières indiquent janvier 1846, la 3e indique avril 1846. Donc ils ont passé leur premier hiver sur cette île. Ouais, bon, c'est pas grand chose, mais au moins, on a un point de départ. Les premières preuves. John Ray, un médecin écossais, est sur les traces de l'expédition dans les terres arctiques canadiennes. Passionné de la culture inuite, il en profite pour les étudier et leur poser des questions. C'est là qu'il fait une découverte folle. Les Inuits lui expliquent avoir vu l'expédition. C'était il y a 4 ans, en 1850. La tribu a aperçu une 40aine d'hommes blancs tirant des traîneaux en direction du sud. Ils étaient maigres et épuisés. Il lui montre même des objets qui seront plus tard identifiés comme appartenant à l'équipage. Fusils, couverts ou boussoles. Mais surtout, et ça c'est le plus tragique, ils expliquent avoir retrouvé le campement, découvert de nombreux corps et des restes humains dans le foyer servant à préparer la nourriture. La conclusion de Ray est sans appel. Poussé par le désespoir, l'équipage s'est résolu au cannibalisme. Attends, tu voulais dire que pendant qu'on trouvait les premières tombes de l'île d'avant, il y avait encore des marins en vie, réduits à s'entre-dévorer pour survivre? Ouais, et quand John rapporte la nouvelle au pays, ça a fait scandale. Lady Franklin refuse de croire à cette histoire et demande à son ami, Charles Dickens, de plaider en faveur de son mari. L'auteur publie alors plusieurs articles complètement racistes où il accuse les Inuits du carnage et remet en question leurs témoignages parce que ce sont des sauvages. N'empêche que ça suffit à la Navy qui décide de clore le dossier. L'expédition est officiellement perdue. Mais Lady Franklin, elle, est persuadée que son mari est là, quelque part, perdu dans ces contrées hostiles. Pas question de l'abandonner. Alors en 1857, elle finance elle-même sa propre expédition de recherche. Sur une des collines de Victory Point, au nord du Canada, on remarque une étrange structure. Elle est visiblement construite de la main de l'homme. Et à l'intérieur, il y a 2 notes. La première, très brève, indique que l'expédition avait bien passé le premier hiver sur Beechay Island. Signée de la main de Franklin, il précise « All well », tout va bien. Elle est datée du 28 mai 1847. Mais la deuxième note est beaucoup plus inquiétante. Déjà, elle est écrite dans la marge du premier papier et on y apprend 2 nouvelles choses. Sir John Franklin est décédé le 11 juillet 1847. À ce jour, 9 officiers et 15 hommes sont décédés. L'écriture est tremblante. Puis que les 2 navires sont immobilisés depuis le 12 septembre 1846. L'équipage, qui a déjà perdu trop de monde, a décidé de les abandonner et de continuer en direction du sud, vers Backsfish River. C'est signé de la main des capitaines Fitzjames et Crozier et daté du 25 avril 1848. Donc ils ont bien continué à pied. Oui, après avoir été bloqués 2 hivers de suite dans la glace. Donc, si on résume, ils passent l'hiver 46 sur Beechay Island, puis font cap vers le nord. Là, on suppose qu'ils sont bloqués par la glace et forcés de faire demi-tour, sûrement jusqu'à l'embouchure de l'île Cornwallis. Restent alors 2 options.
aller à l'ouest ou aller au sud. On le rappelle, ils sont au beau milieu d'une zone non cartographiée, donc aucun moyen de savoir s'ils sont sur une bonne route, à moins d'essayer en espérant que ça marche. Franklin choisira de faire cap vers le sud. Grave erreur, cette route est aujourd'hui réputée comme l'une des plus meurtrières de la planète. Chaque année, les icebergs y sont nombreux, poussés par les vents polaires. À l'époque, elle est quasiment impraticable. On pourrait penser qu'avec leur coque renforcée, les navires avaient de quoi briser la glace. Mais les bateaux sont trop lourds et le moteur de locomotive qu'ils ont à bord fait 25 chevaux. Leur vitesse max, c'est 4 nœuds, environ 7 km/h. Largement insuffisant pour se frayer un chemin. Pour comparer, un des tout premiers brise-glace, le Sampo, pouvait atteindre les 23 km/h, 3 fois plus rapide que le Terror ou l'Erebus. Pas le choix, il faut avancer à tâtons, parfois forcer le passage en utilisant des outils ou des explosifs, ce qui draine les forces de l'équipage. Il faut faire vite, parce que l'hiver approche. Mais rien à faire, ils vont rester bloqués là pendant 6 mois, obligés d'attendre le printemps pour avancer de nouveau. Du coup, quand l'hiver 1846 passe, l'équipage se tient prêt pour le départ. Seulement, cette glace, ils font pas. Ils sont repartis pour une année de plus. 12 mois plus tard, les marins sont à bout et espèrent un miracle, mais cette année non plus, la glace ne fond pas. Aujourd'hui, on sait pourquoi. D'après un échantillon fait sur la banquise, entre 1845 et 1850, les hivers ont été plus froids que la normale, avec des étés trop doux pour que la glace ne fonde correctement. Piégés dans un hiver sans fin, les hommes abandonnent les navires et décident de continuer à pied. Est-ce que c'était vraiment mieux que de continuer d'attendre sur les bateaux et rationner la nourriture? Justement, en parlant de nourriture, une équipe de chercheurs canadiens a fait des découvertes à ce propos sur les corps. On ne sait pas vraiment de quoi ils sont morts. Mais en revanche, ils se sont rendus compte qu'ils présentaient des traces importantes d'empoisonnement au plomb avec un début de scorbut. Alors à l'époque, c'est courant, mais là, les taux explosent. De 3 à 10 fois supérieurs à une intoxication classique. Comme si les marins en consommaient une quantité anormale, même sur le bateau. Et le saturnisme, ou infection au plomb, c'est violent. Maux de tête, fatigue, ça attaque les muscles et le système nerveux. On se sent faible, on a des difficultés à réfléchir, à se concentrer, ainsi que des troubles de l'humeur. Certains pensent que ça pourrait venir de leur système de production d'eau potable. Mais la théorie principale veut que ça vienne des boîtes de conserve. On pense qu'elles étaient de mauvaise qualité, faites à la va-vite, et que la soudure au plomb utilisée a coulé dans la nourriture. Peut-être même qu'une partie des boîtes avait carrément été mal scellée, ou pas assez cuite, entraînant intoxication alimentaire ou impossibilité de consommer des fruits. D'où le scorbut. Enfin, pour certains chercheurs, c'est pas un empoisonnement au plomb directement, mais plutôt la malnutrition qui aurait été la cause principale de leur faiblesse. Dans tous les cas, quand ils abandonnent leur navire, c'est certainement qu'ils n'ont plus d'espoir. À cause du scorbut, ils n'ont plus d'appétit, sont maigres et faibles, leur peau est couverte d'hématomes et d'échymoses, sans possibilité de guérir ou de cicatriser. À cause du saturnisme, leur état psychologique est altéré, ils ont des troubles cognitifs, problèmes de perception, d'attention, de mémoire, du mal à parler. En d'autres termes, ce sont des cadavres ambulants. Avant le départ, des canots sont détachés et utilisés comme traîneaux pour transporter le matériel. Chacun pèse plus de 3 tonnes. Sur la base des témoignages inuits, des archéologues se rendent sur des emplacements où l'équipage aurait pu camper. Sur King William Island, à côté de l'endroit où les bateaux ont été désertés, on retrouve les restes de 11 corps. Les os ont été nettoyés au maximum, certains ont été cassés pour en extraire la moelle épinière. Les experts sont formels, ce genre de cannibalisme avancé ne se produit qu'en cas de situation extrême de survie. Certaines parties du corps ont été retirées, notamment les mains, les pieds et la tête, soit toutes les parties les plus humaines. C'est comme si l'équipage avait essayé de préserver leur humanité malgré leurs actes. Impossible de savoir jusqu'où exactement ils sont allés, ni combien de temps ils ont survécu dans ces conditions. Quant aux 2 épaves, au fil des années, elles ont lentement dérivé vers le sud. En 2014, l'épave de l'Erebus est retrouvée, et en 2016, on retrouve celle du Terror dans la Terror Bay. Les deux, en très bon état, sont actuellement analysés par des équipes de recherche canadiennes, ce qui nous donnera peut-être un jour de nouveaux éléments. Peut-être qu'un jour on saura exactement ce qui leur est arrivé, ou peut-être pas, mais ça n'enlève rien, ni à leur souffrance, ni à leur exploit. Car même s'ils ont échoué dans leur voyage, c'était pour que derrière eux, d'autres réussissent. Merci infiniment à MyHeritage de nous soutenir. Vous aussi, cliquez sur le lien en description et recréez votre arbre généalogique hyper simplement et parlez-nous de vos découvertes.